Social selling. C'est vrai que ce qui semble générer le plus de changements de résultats, c'est le changement du visuel directement ou du hook, même donc le texte qu'on voit sur le visuel. Mais faire un changement de copie, optimiser des copies, ça peut être vraiment bon si on veut passer à l'étape suivante. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par J7 Media. Je suis votre host Antoine Dalmas. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec des gens que vous connaissez bien si vous suivez le podcast depuis un moment. Je suis avec une certaine directrice de la stratégie chez J7 Media et un certain directeur de compte. Vous l'aurez compris, Stéphanie Tifo et Louis-Daniel Binette sont avec moi aujourd'hui. Comment ça va, mesdames, messieurs? Ça va bien, merci. Très bien, très bien. On a hâte de répondre à toutes ces questions-là. Effectivement, j'ai récolté quelques questions qui tournent pas mal en ce moment sur le groupe Facebook Ads pour francophones. Si vous n'êtes toujours pas sur le groupe, c'est totalement gratuit. C'est dans les notes de l'émission. Vous avez juste à cliquer. C'est sur Facebook et derrière vous avez accès à une communauté très engagée qui pose des questions, qui répond. Il y a des experts. Parfois, on fait même des lives directement avec Antoine Gagné sur les news de Meta en début de mois dessus. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, je pense que tout est fait pour que vous puissiez vous inscrire. Et effectivement, j'ai tiré quelques questions et j'avais envie d'avoir des experts autour de la table pour y répondre. Donc, je vais pas tourner autour du pot plus longtemps que ça et je vais poser la toute première question. C'est parti. Dans le cas d'une boutique en ligne, est-ce que le pixel détecte la vente seulement quand une personne fait un achat à partir de la publicité ou est-ce qu'il détecte toutes les ventes du site? Ouais. Donc, je peux y aller sur celle-ci. Ton pixel, en fait, quand il est sur ton site, va détecter vraiment tous les événements qui sont générés sur ton site web. Puis justement, tu peux le voir dans l'onglet Events Manager. Quand tu es sur ton Business Manager, tu peux aller faire les événements directement sur ton site et tu vas voir les événements se déclencher, peu importe c'est quoi, vraiment des page views, des view content, des add to cart et des achats, etc. Donc, tout va être détecté via le pixel si ton pixel est installé sur ton site. Cependant, sur ton ad account, donc sur ton gestionnaire publicitaire, les événements que tu vas voir se déclencher vont vraiment être reliés uniquement qu'à tes publicités. Donc, c'est vraiment ça la différence, c'est que oui, ton pixel détecte tout ce qui se passe, mais il va remonter les résultats dans ton gestionnaire publicitaire seulement si la personne a bel et bien passé par une publicité, soit par un clic ou soit par une vue, et qu'elle a ensuite été sur ton site pour faire un événement. Donc, tu peux vraiment te fier, entre guillemets, on sait qu'il y a quand même des enjeux de tracking avec iOS 14 et tout, mais tu peux te fier à ce que tu vois sur le gestionnaire publicitaire en te disant que oui, s'il y a des événements ici, c'est parce que quelqu'un est passé par ma publicité, mais sinon, le pixel détecte tout. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, en fait, qui puisse détecter tout. Ça permet d'accumuler plus de data pour se réchauffer, disons ça comme ça, pour améliorer son intelligence artificielle pour trouver encore de meilleurs prospects. Donc, oui, il va tout détecter quand il est sur ton site. Effectivement. Pour synthétiser, sur le Events Manager, tu as toutes les conversions que ton pixel va détecter. Effectivement, si tu utilises le Conversion API, tu vas avoir encore moins de manque, en fait. C'est-à-dire que le Conversion API va détecter encore plus de pixels, oh là là, je confonds, pardon, qui va détecter encore plus d'événements, donc ce qui va améliorer forcément le tracking derrière. Par contre, tous ces événements ne sont pas attribués à ta campagne. Pour voir ce qui est vraiment attribué à ta campagne, tu vas dans le Ads Manager, comme t'as expliqué, Louis-Daniel, et là, tu verras quelles sont les conversions qui sont attribuées, que ce soit Add to Cart, Checkout Initiated et achat. Je passe à la question suivante. C'est quoi vos métriques pour analyser une vidéo? Très bonne question. Oui, bonne question. Pour analyser des vidéos, bien dans les colonnes de performance qu'on peut choisir, il y a le Video Engagement qui peut être intéressant si on veut avoir une vue d'ensemble un petit peu de la performance de nos vidéos. On va pouvoir voir entre autres qui a écouté 2, 3, 4 secondes consécutives de notre vidéo. On peut voir aussi le même concept aussi en pourcentage, donc 25, 50, 75, 95% de notre vidéo sur sa totalité. Et il y a aussi peut-être le True Play qui mérite d'être mentionné, qui est peut-être un indicateur un petit peu plus fiable au niveau de la vidéo, qui vont vraiment indiquer le nombre de vues qui ont été écoutées en entier ou du moins pendant au moins 15 secondes. Donc là, ça sera pas vraiment des 1, 2, 3 secondes qui vont être comptabilisées, mais quelque chose d'un petit peu plus significatif, là. Donc, belle métrique pour analyser une vidéo.
Effectivement, vous avez tout intérêt à analyser votre vidéo parce qu'on va se le dire, Facebook, Instagram deviennent des plateformes de contenu vidéo en l'occurrence, et je pense aussi aux Reels et aux Stories. Maintenant, il y a aussi un autre métrique qui est un métrique custom. Avant de vous en parler, je vais faire une analogie, mais comme on peut regarder, par exemple, si une image ou de manière générale une publicité attire l'attention, on peut regarder ça par rapport à son taux de clic sur lien et sur lequel on va essayer généralement, je dis vraiment en général, d'aller chercher le 1%. Mais si c'est en dessous et que vous avez des bons résultats, et ben effectivement, ça reste bien, mais l'objectif est toujours de l'améliorer. Eh bien, vous avez cette espèce de taux de clic sur lien, mais pour une vidéo et ce que j'appellerais être le scroll stopper. Et pour le calculer, ce scroll stopper, entre guillemets, c'est d'utiliser un custom métrique. Et lorsque vous créez un peu votre rapport avec tous les métriques que vous voulez voir, par exemple, je veux le coût par clic, je veux le true play, etc., vous pouvez créer des métriques qui sont custom. C'est, il me semble de mémoire en haut à droite de cette pop-up qui va s'ouvrir. Et là, en fait, ça va vous ouvrir une autre pop-up qui vous propose de créer ces métriques. Et celui que je vais utiliser pour le coup, c'est les 3 secondes de vue de vidéo divisé par le nombre d'impressions et que vous allez afficher en pourcentage. Et en fait, ça va vous expliquer par rapport à toutes les impressions, combien de pourcents est-ce que les gens vont regarder les 3 premières secondes de votre vidéo. Et on sait que 3 secondes, c'est le hook, c'est le temps d'un hook sur Facebook et Instagram. Sur TikTok, c'est encore plus bas, donc 3 secondes, c'est assez significatif. Et là, je vais pas vous dire, il faut que vous visiez par exemple 20 ou 30%. C'est plus que cette nouvelle donnée, elle va vous permettre de différencier les performances sur les 3 premières secondes par rapport à toutes les publicités vidéo que vous avez pu tourner. Et là, en l'occurrence, vous allez découvrir laquelle génère le plus d'attention à très court terme. Et est-ce que après, évidemment, la question, c'est est-ce que ça se maintient au fur et à mesure de la vidéo? Mais ça, je vous encourage réellement à le tester. Question suivante, c'est quoi du coup les prochains tests créatifs que vous aimeriez mettre en place? Oui, les tests créatifs, c'est toujours tellement le fun de mettre ça en place. De mon côté, je pense que ça serait vraiment relié au branded content. Okay, le branded content qui est vraiment comme un mix de stratégie en soi, mais c'est également du contenu vidéo qui est assez unique, de micro-influenceurs qui va être créé afin de créer... Ça va vraiment créer des vidéos encore plus authentiques aux yeux de notre audience. On commence vraiment à tester ça de façon beaucoup plus poussée, là, puis j'ai vraiment hâte de voir les résultats là, face à ça. Ah, totalement. Et toi, Louis-Daniel? Ouais, moi, en fait, ça serait de faire des gros shootings vidéo pour avoir plein de vidéos avec plusieurs hooks visuels différents. Moi, c'est vraiment ça que j'aimerais tester. Oui, on parle souvent des hooks avec une tagline, donc avec un texte, formation gratuite, on pose une question à l'audience, etc. Mais d'avoir un hook visuel, de voir vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire pour justement aller augmenter ce pourcentage de scroll stopping. Donc, c'est vraiment ces tests que j'aimerais faire au niveau du créatif et aussi potentiellement faire des grosses vidéos super qualitatives et qui expliquent bien les produits. On le fait actuellement avec un de nos clients au Québec qui est un e-commerce qui vend des produits pour cheveux. Donc, ça fonctionne super bien parce que la personne est connue, mais j'aimerais tester le concept aussi avec d'autres brands, peut-être où le porte-parole est un peu moins connu, pour voir si ça peut aussi bien fonctionner. Donc, vraiment ça, des hooks visuels, puis des vidéos qui peuvent être assez longues, là, je dis d'environ 2-3 minutes sur Facebook, qui expliquent vraiment les bienfaits du produit, une petite démonstration et un call to action. Vous avez dit des trucs super intéressants. Stéphanie, tu parlais du branded content. On va le rappeler, mais ça fait partie des 5 nouvelles meilleures pratiques que Meta a mis de l'avant avec le Performance 5. Alors, il y avait le Power 5 et maintenant, il y a le Performance 5. C'est lorsque vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans vos tests. Donc, effectivement, le branded content. Et puis, vous en avez aussi entendu parler pendant le Performance Marketing Summit, Stéphanie, parce que toi, tu y étais. Donc, c'est vraiment quelque chose que Meta met de l'avant. Et toi, Louis-Daniel, tu as dit plusieurs choses qui sont assez intéressantes. Je pense aussi aux bonnes vidéos parce que nécessairement on parle beaucoup du UGC, on parle beaucoup des contenus visuels qui sont un peu bruts en termes de travail, c'est-à-dire pas forcément d'editing, etc. Et on a tendance à aller chercher ce genre de vidéos, mais là dernièrement parce qu'on fait de la publicité avec J7 Media pour notre webinaire et on a remarqué parce qu'on a quand même testé des bonnes vidéos avec beaucoup d'editing, avec des belles lumières, avec Antoine Gagné en guest star qui parle face caméra. Et on a remarqué que les leads qui étaient générés avec ces vidéos étaient peut-être plus chers, mais que globalement, c'était des leads qui venaient nous parler directement. C'est-à-dire que
donc ça coûtait plus cher, mais que les personnes qui convertissaient à ce genre de vidéo étaient entre guillemets de meilleure qualité parce qu'ils venaient nous parler directement, ils attendaient même pas qu'on leur fasse une offre ou que sais-je encore. Donc ça peut être intéressant en tout cas d'avoir les deux. Et Louis Daniel, je te propose une question additionnelle par rapport à ton test. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu aimerais tester justement l'approche des vidéos en bloc, c'est-à-dire de filmer vraiment par exemple un hook, filmer par exemple une démonstration de produit, filmer un petit témoignage, etc. Et après jouer avec toutes ces bouts de vidéo pour en faire des blocs, c'est-à-dire je commence soit par le hook, soit par le témoignage, je termine avec un autre bloc, etc., etc. Je sais pas si tu vois ce dont je veux parler. Oui, non, 100%. Jouer avec les blocs, ouais, ça permet de justement tester, d'utiliser la même vidéo, la même base, les mêmes séquences qu'on a tournées. Donc, de réutiliser le même travail qu'on a fait. Je pense que c'est important aussi d'optimiser son travail. On n'a pas infinité de temps et une infinité de ressources. Là. Quand on fait un shooting, des fois, on pense à nos séquences et on pourra peut-être pas les refaire la semaine suivante. On n'a peut-être pas la même équipe en place. Donc oui, jouer avec les blocs pour vraiment tester qu'est-ce qui fonctionne au début et faire des overlaps, c'est-à-dire que pendant que quelqu'un explique, de voir une séquence de démonstration de produit en même temps. On peut vraiment jouer avec plusieurs séquences de différentes manières, soit qu'on les superpose un petit peu comme je viens de le dire, ou comme te dit Antoine, de jouer avec les blocs, donc les mettre à différents endroits dans la vidéo. Mais définitivement, ça fait partie aussi de ce qu'il faut faire pour optimiser ces vidéos. Effectivement, de pas perdre de temps à retourner encore des vidéos lorsque vous pensez en bloc, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, que par exemple au AdWorld ou au Ecom World, donc qui sont des événements 100% en ligne de marketing, de e-commerce, etc. Ils en parlent énormément parce que ça a de multiples avantages. Donc, je vous invite à commencer à penser la création de vos vidéos avec cette idée en tête, avec cet objectif en tête. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Je passe à la question suivante. J'ai déjà 5 créatifs dans mon audience et cette dernière tourne très bien. Comment faire si je veux tester des nouveaux créatifs? Est-ce que je lance une nouvelle audience avec exactement le même ciblage et les nouvelles pubs ou je les ajoute, ces nouveaux créatifs, à l'audience en question et donc on passerait, au lieu d'avoir 5 créatifs, à 10 créatifs actifs? Bien, c'est certain que ça va dépendre de certains éléments ici liés un petit peu à l'écosystème de notre campagne, au paramétrage, dont par exemple c'est le budget. C'est sûr que si on a un très petit budget, on va dire entre 20 et 50 $ pour donner un exemple, puis qu'on ajoute une seconde audience dans notre campagne, ben là, on vient déjà segmenter notre budget en deux, ce qui va peut-être pouvoir affecter aussi nos performances en fonction du CAC, de notre coût par résultat. Donc, il faudrait comme bien penser à ça. Sinon, en termes de volume de créatifs, déjà, personnellement, je trouve que 5 créatifs dans une audience, c'est quand même déjà beaucoup. Ça nous facilite pas la tâche là, aller analyser vraiment quel hook va bien performer. Encore là, c'est une question de budget. C'est sûr que si on a 5 créatifs puis on a une campagne qui roule à 1 000 $ par jour, on peut s'en sortir. Fait que ça va vraiment dépendre du budget. Dans tous les cas, si on a un super gros budget, OK, peut-être y aller avec une autre audience, ça pourrait passer, mais utiliser une campagne test, je pense que ça peut être intéressant si on veut faire des tests là, quand même sur le long terme. Tout à fait. Peut être une alternative intéressante.
OK. Ouais. OK. Puis moi, je rajoute... en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai pas mal la même opinion que toi, Stéphanie. Moi, c'est aussi ce que je crois, c'est ça dépend vraiment de la vélocité de ta campagne, donc le budget quotidien que tu y mets. C'est sûr que si tu mets 1 000 $ par jour, bien venir intégrer de nouvelles publicités dans ta campagne, ça peut être risqué. On aime mieux créer... Moi, je crée normalement une campagne test pour ajouter mes nouveaux créatifs et j'utilise la même audience que celle qui fonctionne. Donc, même si on parle de chevauchement d'audience, ici, c'est pas si grave puisque c'est une campagne test, donc le budget ne va pas être aussi élevé. Et puis, normalement, c'est pour des périodes restreintes, donc c'est pas en evergreen, on va potentiellement la fermer, cette audience-là. Donc, ça vaut la peine vraiment d'avoir une campagne test à part pour tester ces nouveaux créatifs si votre budget est quand même élevé. Mais si vous êtes sur un petit budget quotidien, disons d'un 20-30 $ par jour, eh bien là, ça serait de faire ces tests en même sa campagne principale, mais comme Stéphanie a dit, peut-être en mettre moins que 5 et d'y aller avec ce fameux darwinisme qu'on a dans nos campagnes, de voir quelle publicité va prendre le dessus sur les autres et lesquelles on va éliminer en cours de route. Effectivement. D'ailleurs, en parlant d'audience, j'avais une question qui m'a rappelé de nombreux souvenirs sur mes débuts en publicité Facebook. Mais est-ce que vous utilisez l'intérêt Engage Shopper dans vos audiences? Parce que la question, c'est, j'ai l'impression que c'est l'intérêt facile à aller chercher. Ouais, c'est vrai que cet intérêt-là, ça fait longtemps que je la vois, que je la côtoie un peu à tous les jours. Et pour être honnête avec l'audience, là, j'ai jamais vraiment osé l'utiliser. Simplement, c'est que le CPM ici est très élevé. On s'entend que c'est une audience que tout le monde veut avoir, des gens qui achètent. C'est littéralement ce qu'on veut quand on est un commerce en ligne, du moins. Donc, c'est sûr ici que la compétition est élevée, que le CPM est élevé. Et en fait, puisqu'on a une bonne équipe chez G7 en création de contenu, je mise sur la qualité des publicités et je m'en vais compétitionner dans des audiences avec un CPM un peu moins élevé, où là, en fait, où il y a moins de compétition, où on n'est pas certifié d'avoir des acheteurs, mais on sait que nos publicités peuvent fonctionner quand même. Donc, j'aime mieux aller compétitionner dans ces audiences-là où je peux avoir un meilleur coût de diffusion. Excellente réponse. Effectivement, alors pour le coup, quand je commençais la publicité Facebook, c'était l'intérêt que j'utilisais tout le temps, en me disant bon si on sait que c'est là que les gens achètent, je vais le mettre. Pour être très honnête, c'est un intérêt qui a jamais suivi les meilleures campagnes que j'ai pu mettre en place et que j'ai pu scaler derrière. Et en préparant du coup cette émission, j'ai posé un peu la question à certains directeurs de compte, et puis je regarde aussi pas mal vos campagnes. Il y a quasiment aucune campagne. Enfin, déjà qu'il y a très peu de campagnes avec des critères d'intérêt. C'est plus propice aux comptes qui dépensent moins de 10 000 $ par mois. Mais globalement, j'ai jamais retrouvé ce critère d'intérêt. Donc, je pense que comme tu disais, Louis-Daniel, faut se battre avec. Alors, évidemment que l'audience est intéressante, mais je pense qu'il faut déjà bien se battre avec ces créatifs parce que ça fait déjà une bonne partie du boulot. Propose de passer à la question suivante. Lorsqu'on lance une campagne test avec de nouveaux créatifs, doit-on obligatoirement avoir le budget pour 50 conversions par audience? J'ai l'impression qu'en suivant cette règle, on se retrouve avec des budgets complètement délirants. Oui, le fameux 50 conversions par audience. Le 50 conversions, mais c'est ça que ça prend pour sortir de la phase d'apprentissage. Sortir de la phase d'apprentissage, on se le cachera pas, là, c'est vraiment un idéal à atteindre, mais de façon un petit peu plus réaliste. C'est pas toujours possible. Surtout là, quand dans la question, on vient de lancer une campagne. Quand on lance une campagne, faut pas s'attendre à sortir de la phase d'apprentissage immédiatement. Là, c'est vraiment un temps aussi, puis un volume de conversion que Facebook a besoin d'obtenir pour être en mesure de mieux optimiser la campagne, de mieux optimiser aussi dans le futur. Donc non, là, même si tu n'as pas ton 50 conversions optimisées en achat, là, souvent, ça veut pas dire que tu n'auras pas de résultats, mais c'est certain que c'est vraiment un idéal à atteindre. Ouais, c'est complètement un idéal à atteindre. Par contre, je rassure notre audience, si vous n'avez pas écouté, parce que j'avais sorti un épisode 100% sur l'apprentissage, sur ce qui va relancer l'apprentissage d'une campagne, comment sortir d'une learning limited, par exemple. Faut savoir que, par exemple, si vous atteignez 25 ou 30 conversions, il est aussi probable que vous sortiez de la phase d'apprentissage. C'est juste que ça va être plus long, mais vous pouvez très bien sortir sans avoir ces 50 conversions. Et je suis d'accord, si on suit cette théorie de 50 conversions, donc il faut que j'ai un budget qui atteigne ça. Vous allez évidemment avoir des budgets délirants et même nous n'avons pas nécessairement des budgets qui atteignent les 50 conversions en termes de campagne, parce que
on va être honnête aussi autour de la table. Je pense que très souvent, on arrive à scaler des comptes de façon horizontale en lançant d'autres campagnes, des campagnes qui sont au début des campagnes de test, qui s'avèrent être très efficaces, qu'on arrive à scaler à côté. Et puis après, on a un nouveau test à mettre en place, donc on lance une autre campagne. Et c'est de cette façon qu'on arrive à scaler le plus rapidement possible, je dirais, et que nos plus gros comptes chez G7 Media ont scalé d'ailleurs. Donc, vous inquiétez pas trop sur les 50 conversions, essayez déjà d'arriver à 20, 25, et puis vous verrez comment ça se passe derrière. Je passe à la question suivante. Vous parlez souvent de tester des Reels. Est-ce que vous avez des premiers résultats? Comment ça se concrétise? Là, je vais répondre parce que, par exemple, je m'occupe d'une campagne de Reels pour un compte qui est en recherche et développement. Vraiment, c'est pas le compte de l'annonceur, mais c'est son compte R&D pour vous dire à quel point il aime faire des tests. En fait, selon les clients, on va avoir des résultats qui sont tout à fait différents. Certains, ça va marcher tout de suite, d'autres, ça ne va pas marcher. En l'occurrence, pour le client auquel je m'occupe, je vois que Meta, d'ailleurs, s'attribue pas mal de conversions sur ses campagnes, mais lorsque je regarde sur TripleWell, qui est l'application qu'on utilise sur les comptes Shopify pour voir un peu l'attribution de manière générale, ben on se rend compte que y a pas autant d'achats que Meta nous annonce. Donc, disons que c'est vraiment quelque chose à tester. J'ai pu observer aussi que de manière générale, les dépenses sur les stories, j'en faisais part à l'académie, les stories, les Reels ont explosé. Mais vraiment, c'est vraiment les emplacements qui connaissent la plus forte croissance en termes de dépenses par rapport à 2021. Pour vous dire, les Facebook Stories sur une vingtaine de e-commerce chez G7 Media, c'était le 9e emplacement en Q4 2021. Et là, on a terminé Q3 2022 et c'est devenu le 3e emplacement de dépenses. Donc vraiment, c'est des emplacements qui connaissent la plus grosse croissance et sur laquelle, évidemment, alors il faut miser tant que ça marche. Si ça marche pas, vous avez évidemment d'autres solutions, mais c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à tester. Vous saurez très vite si oui ou non c'est fait ou pas pour vous. Dernière question, est-ce que vous faites des tests de titres ou de copie? De mon côté, seuls les tests de visuel apportent des changements significatifs. C'est une excellente question. Ouais, c'est vraiment une bonne question et je vais y aller ici. Je pense que j'avais trouvé la réponse. Donc, chez G7, oui, on fait des tests de titres et de copie. Dans mon cas, j'en fais aussi. Mais c'est vrai que ce qui semble générer le plus de changements de résultats, c'est le changement du visuel directement ou du hook même, donc le texte qu'on voit sur le visuel. Mais faire un changement de copie, optimiser des copies, ça peut être vraiment bon si on veut passer à l'étape suivante. Là, je m'explique. C'est que tu peux avoir le meilleur copie au monde, la meilleure rédaction, ce qui va convaincre le plus les gens. Mais si ta publicité n'arrête pas les gens dans leur fil d'actualité, ça sert pas à grand-chose. Donc, ma logique ou ce que je crois vraiment par rapport à cette question-là, c'est de se dire, la première étape, c'est de vraiment trouver ce qui va accrocher les gens. Donc, c'est de trouver tes meilleurs créatifs, tes meilleurs hooks. Une fois que c'est fait, une fois que tu sais que les gens, quand ils sont dans leur fil d'actualité, ils voient tes publicités, arrêtent pour regarder ce qui se passe, quel message on veut leur envoyer. Et là, ça vaut la peine de venir optimiser ton copy et tes titres parce que c'est ça qui va potentiellement les convaincre de cliquer sur le lien. Donc oui, on les a fait arrêter sur la publicité avec le visuel, incroyable, mais qu'est-ce qui va les faire cliquer? Si c'est pas le hook sur le texte sur ta publicité, eh bien, ça va être ton copy ou ton titre. Donc, c'est à ce moment-là que c'est important de faire des tests avec nos meilleurs créatifs pour voir qu'est-ce qui va venir convertir le mieux ton audience. Puis, je pense vraiment que c'est comme ça que tu es capable d'amener tes publicités vraiment à un autre niveau, même celles qui ont peut-être fonctionné dans le passé, qui semblent ne plus fonctionner maintenant. Changer le copy, ça devrait t'aider. 100% d'accord. Je pense que le visuel reste le plus gros levier de croissance sur ton taux de conversion. Après, évidemment que le copy y participe et ça peut totalement être une façon de scaler votre compte. C'est-à-dire que vous avez déterminé qu'il y a un visuel qui marche 100%. Vous créez une nouvelle campagne pour tester et du coup, forcément, vous allez scaler votre compte comme ça et vous testez juste des variantes de copy et de titre pour ensuite trouver la meilleure variante qui fonctionne le plus. Et là, à ce moment-là, vous revenez sur vos anciennes campagnes et vous attribuez cette ce nouveau démon publicitaire que vous venez d'invoquer et vous le laissez faire son travail sur vos campagnes evergreen. Écoutez, Stéphanie, Louis-Daniel, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez beaucoup de travail avec le Black Friday qui arrive, donc je vais pas vous déranger plus longtemps. Je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui continuent de nous écouter. N'hésitez pas à nous mettre une petite note sur Apple Podcasts, sur Deezer, Spotify, etc. Ça me fait énormément plaisir. Sinon, venez échanger avec moi sur LinkedIn. Et pour tout le monde, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.